Salut, c'est le Chris du montage. Alors un petit mot juste pour vous dire que le son de cet épisode est un peu moins bon que d'habitude et pour cause, dans les faits on n'a pas pu enregistrer avec Zencastr mais avec Discord, c'est ce qui explique ce petit défaut. Si vous souhaitez que ça ne se réitère pas à l'avenir, eh bien c'est très simple, faites un don sur le Hello Asso de la garde de nuit afin qu'on puisse payer un informaticien à Eridan et régler ce souci pour toujours. Sur ce, bonne écoute et direction Winterfell. Accroupi au centre du bosquet, comme pour couver les eaux froides et noires d'un pauvre étang, l'arbre-cœur, comme disait Ned. Un baral gigantesque auquel son écorce blanchâtre conférait un aspect d'os rongé, tandis que son feuillage violacé évoquait des myriades de mains tranchées. Sculpté dans le tronc, une figure longue aux traits mélancoliques vous lorgnait, du fond de ses orbites vides et rougies par la sève séchée, d'un air de vigilance étrange. Étaient-ils vieux ces yeux? Plus vieux que Winterfell même. Ils avaient vu Brandon le bâtisseur en poser la première pierre, assuraient les comptes, et regarder s'élever tout autour les remparts de granit. On attribuait ce genre d'œuvre aux enfants de la forêt, ils les auraient réalisées à l'aube des siècles, avant que les premiers hommes ne traversent le bras de mer. Dans le sud, où l'on avait abattu ou brûlé les derniers barrals quelques 1000 ans plus tôt, seuls subsistaient ceux de l'île aux Faces. Là, les hommes verts montaient toujours leur muette garde. Au nord, ici, tout différent. Ici, le moindre château possédait son bois sacré, le moindre bois sacré son arbre-cœur, et le moindre arbre-cœur sa face sculptée. The Game of Thrones, Catelyn, deuxième chapitre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le mur. Aujourd'hui au programme de notre podcast, nous quittons le Val d'Arin pour nous rendre à Winterfell et c'est pourquoi j'ai sorti la grand voile et glissé sous le vent. Oui, le seul garou que vous entendrez ne viendra pas du loup qui fait tant polémique aujourd'hui. Bref, ce qui vous attend c'est une plongée dans la mentalité nordienne pour répondre à la question que tout fan du Trône de Fer se pose. Les Stark sont-ils tous aussi drôles qu'un lendemain de cuite chez Stannis ? Pour répondre à cette épineuse énigme, j'ai à mes côtés la crème de la garde de nuit, Eridan, Monsieur Feu et Sang, qui est venu par ici avec Vermax et Jacques Ayris, histoire d'avoir du dragon à la table du loup. Salut Eridan. Coucou les gens. Et puis quelqu'un qui n'est encore jamais venu dans le podcast, Youn Youn, qu'on l'appelle, ou Youns tout simplement, et qui vient remplacer Yoda qui avait été annoncé mais qui ne peut pas être là. Salut Youns. Bien le bonjour. Alors Youns, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, on va faire une petite intro. Quelle est ta maison préférée du Trône de Fer ? Parce que pour tous les autres, les gens commencent à savoir que moi j'aime la boue, le conflant, le caca, les braken et tout ça. Ça c'est bon. Les Targaryen chez Eridan, c'est bon aussi. Du coup, toi, ta maison et ton perso préféré, ce serait quoi ? Alors ma maison préférée, je pense que c'est la maison Arryn, que j'aime bien. Enfin voilà, c'est la maison un peu classe, distinguée, etc. Bon, un peu vantarde, qui s'imagine des origines plus nobles que tout le monde, mais voilà, j'aime bien. Et personnage préféré, bon, Victarion Greyjoy. Je suis le seul à le défendre, mais je continuerai à le défendre. Moi, je trouve que c'est un très bon comic relief, personnellement, mais... Eridan, un avis sur Victarion Greyjoy ? C'est infernal, je préfère pas m'exprimer. Bon bah merci Youns. Du coup, tant que tu as la parole, on va poser la grande question. Qui sont les Stark finalement ? Alors, les Stark, la plupart des gens les connaissent quand même, puisque c'est avec eux qu'on découvre la saga. Donc c'est un peu la famille qui nous est présentée comme la famille de héros de cette histoire. Donc on découvre Ned, Eddard, qui est la figure forte de la famille au début de la saga. Donc on l'assimile un peu au héros, au personnage principal. Et on se dit que voilà, au début on est avec les Stark parce que Ed c'est quelqu'un de droit, qui aime la justice,
qui veut faire le bien. Finalement, bon, après ça évolue, on se rend compte qu'il n'a pas fait que du bien, mais c'est la première impression, et les premières impressions restent souvent fortes, donc c'est ce qu'on retient d'eux principalement. Autour de lui, donc il y a toute sa famille, donc avec sa femme Kathleen, leurs enfants, Rob, Sansa, Arya, Bran et Rickon, qu'on imagine au début, qu'on voit très soudés, même s'ils ont des petites chamailleries entre eux, ils sont quand même soudés. Ils ont des liens forts entre eux. Et puis les deux autres enfants qui ne sont pas des Stark à 100%, mais qu'on assimile à la famille Stark au début de la saga. Donc Jon Snow, le bâtard de Ned, et Theon Greyjoy, qui donc est pupille chez les Stark depuis une dizaine d'années. À cela, donc, il faut rajouter le seul autre Stark qui n'est pas donc du premier cercle de Ned, donc qui est son frère, Benjen, qui est patrouilleur, même le premier patrouilleur de la garde de nuit, et on voit dans quelques chapitres au tout début de la saga, puis qui disparaît, et dont on n'a plus aucune nouvelle pendant les 5000 pages suivantes. C'est vraiment le tonton sympa qui apparaît au repas de Noël, avec qui tu passes un bon moment, mais que tu revois jamais. Voilà, c'est ça. Ouais. Puis il vient pour les 80 ans de mamie et les 90 ans, mais entre les deux, tu l'as pas vu, quoi. Donc voilà, Benjen qui disparaît, mais qui reste quand même un peu dans les pensées de Jon assez longtemps. Et Jon, assez longtemps, veut le retrouver, veut à tout prix avoir de ses nouvelles, et donc il veut être patrouilleur pour partir à la recherche de son oncle. Mais ça ne se fait pas. Donc les Stark, comme je l'ai dit, on a au début une image très positive d'eux, d'une famille à laquelle on s'identifie facilement. Voilà, avec Rob et Jon qui sont un peu les deux grands frères sympas, Sansa et Arya qui se chamaillent, Bran et Rickon les deux petits derniers. Donc voilà, c'est une famille à laquelle on s'identifie facilement. On a envie ensuite que tout se passe bien pour eux. Voilà, c'est pas le cas, mais c'est en tout cas ce qui ressort. C'est voilà, ce sont les Stark, ce sont des personnes froides, droites, qui ont un grand sens de la justice. C'est l'image en tout cas qu'on a d'eux. Alors, je crois que Eridan avait développé dans la préparation du podcast une petite théorie sur le ressenti autour de la famille, notamment sur la vision qu'on en avait, puisque les Stark, on peut le dire, quand on commence la saga, ils sont assez isolés du reste du royaume. On est quelque part, c'est des hobbits avec des habits de vikings, quoi, finalement. Ils sont très loin des affaires du royaume, ils s'en moquent un petit peu, et ils vivent leur meilleure vie presque de famille banlieusarde américaine, Eridan. En fait, l'idée, oui, c'est que c'est que on peut avoir une grille de lecture autour de cette famille-là comme d'une famille auquel, tu le disais, Youn, on va s'identifier, mais auquel plus généralement les Américains peuvent s'identifier. On a une cellule nucléaire une cellule familiale nucléaire assez forte. Avec justement la grande moralité de Ned. Après, au fur et à mesure des bouquins, on se rend compte que si Ned était un personnage très moral et épris de justice, comme tu l'as dit, c'est pas forcément le cas de tous les enfants, et ils vont développer... avec le temps, on se rend compte qu'en fait, on suit toute une série de protagonistes qui sont gris, qui ont une moralité assez grise. C'est pas des héros au sens premier du terme, c'est vraiment des protagonistes qui vont chacun avoir aussi des côtés plus sombres
dans leur personnalité et tous les actes qu'ils font du coup ne sont pas des actes positifs. Sauf que comme on les a suivis en tant qu'enfants, comme on a de l'empathie pour eux, bah bien souvent on a tendance à les voir moins sombres qu'ils ne le sont. Alors que si on reprend des personnages comme Sansa, elle empoisonne quand même son cousin Robin. Si on prend Arya, c'est quand même une meurtrière. Si on prend Bran, ce qu'il fait avec Hodor et sa manière de pénétrer les esprits, c'est quand même pas joli. Rickon, il est quand même dans une île de cannibales. Enfin bon, au bout d'un moment, on se dit qu'ils sont pas forcément tous aussi moraux que Ned pouvait l'être au départ et que Ned pouvait nous faire apparaître les Stark au départ en tout cas. Et les Stark, justement, cette famille qu'on connaît, alors il y a celle qu'on suit dans la saga principale, mais c'est quoi les caractéristiques principales de la maison Stark en tant que telle pour le coup? Du coup, les Stark, c'est une famille de Nordiens. Ça veut dire que ils ont très peu subi l'influence des Andals, à la fois l'influence culturelle, mais aussi l'influence ethnique. Donc les Stark descendent essentiellement des premiers hommes et ils suivent la religion des anciens dieux, qui est une caractéristique qu'on retrouve essentiellement dans le Nord et qui est en revanche assez distincte des royaumes sudiers de Westeros. Ça fait du coup que le Nord a une très forte spécificité culturelle et on remarque au fur et à mesure des siècles, notamment dans Feu et Sang, que c'est très très rare que les Stark se marient en dehors de leur couronne et se marient avec d'autres personnes que des purs Nordiens, que leurs propres vassaux. Les Stark, pour le coup, ils ont une bannière avec un loup géant gris sur fond blanc. C'est un blason absolument horrible si on suit les règles de blasonnement, mais bon, bref, on n'est pas là pour ça. On fera un épisode un jour, peut-être juste sur les blasons, où on se rendra compte qu'il n'y en a aucun qui suit les règles médiévales, mais bon, ça c'est très peu en tout cas. Les Lannister, ça marche bien. Mais alors, par contre, non, les Stark, c'est épouvantable. Mais les Lannister, ils l'ont volé au camembert président, c'est pas la même chose quand même. Du coup, le gris et le blanc sont les Stark. Le gris et le blanc sont les couleurs associées généralement aux Stark. C'est aussi les couleurs de la neige, du froid, de l'hiver. Voilà, on est dans le Nord, hein, forcément. Du fait de leur ascendance de premiers hommes, ils ont généralement les cheveux et les yeux sombres, et on nous dit notamment pour Arya et Jon qu'ils ont de longues figures solennelles. Sauf que, justement, la famille nucléaire qu'on suit, les Stark qu'on suit, ils sont un peu différents des caractéristiques familiales pures. C'est-à-dire que tout ce que je viens de dire là, ça s'applique pour Eddard, pour Benjen, pour Lyanna, Arya et Jon, mais ça ne s'applique pas aux enfants légitimes de Catelyn et d'Eddard, parce que justement, Catelyn est une Tully. Et les Tully, ils viennent des royaumes sudiers. Ils sont descendants des Andals et ils ont des cheveux roux et des yeux bleus. Et du coup, les enfants Stark se retrouvent à être un peu le résultat de ce brassage ethnique. C'est-à-dire que pratiquement tous les enfants légitimes ressemblent à leur mère, ont récupéré les caractéristiques familiales des Tully, à part Arya, effectivement, qui est la seule à vraiment hériter, avec Jon, des caractéristiques physiques traditionnelles. Ce brassage-là, il est assez intéressant à étudier, il est assez important parce qu'en fait, on va se rendre compte au fur et à mesure que les enfants Stark ne sont pas des purs Nordiens. On a notamment Bran qui a des rêves de chevalerie, alors que la chevalerie n'est pas du tout développée au nord. On a Sansa également qui a été très inspirée par les contes, les légendes avec les blancs chevaliers, etc. Et on voit aussi que la plupart des Stark hésitent entre les dieux de leur père et les dieux de leur mère, qui sont des entités différentes. Voilà, donc les Stark se retrouvent à être non seulement très américains dans la constitution, dans leur représentation de la famille, mais aussi, à mon avis, ils portent un autre message qui doit être un message que Martin aime globalement bien, qui est que le brassage entre les différentes cultures, c'est quand même assez positif.
Alors, on apprend pas mal de choses sur les Stark en tant que maison et en tant que lignée au fur et à mesure des livres. Il y a pas mal d'histoires auxquelles il est fait référence parce qu'on est dans des POV de Stark, même si la liste des POV Stark s'amenuise petit à petit. Des chapitres points de vue, on en a de moins en moins, ou en tout cas, ils sont mêlés à beaucoup d'autres points de vue. Du coup, en proportion, ils sont moins présents. On a encore une fois peut-être aussi le grand phénomène d'écriture de rétropédalage que constitue le A World of Ice and Fire, du coup les origines de la saga, qui nous en apprennent un peu plus sur cette famille-là. Youn, tu veux développer sur les origines, l'origin story finalement de la famille Stark, et ce qu'elle porte autant comme histoire que comme légende. Oui, alors comme tu le dis, il y a justement différentes versions un petit peu qui nous sont données sur la maison Stark, donc en fonction de certains passages dans la saga principale ou l'encyclopédie World of Ice and Fire. En tout cas, plusieurs fois on nous dit que c'est le premier et le plus ancien royaume. Euh, le Nord et la maison Stark, ce qui peut sembler assez étonnant quand on sait que les premiers hommes sont arrivés par Dorne. Donc voilà, que le premier royaume soit celui du Nord, c'est un peu ironique, mais pourquoi pas. En tout cas, ils étaient a priori là lors de la Longue Nuit. Donc il y a plus ou moins 6000 à 8000 ans avant la saga principale. Donc ils sont là depuis plus ou moins toujours en fait, depuis que l'histoire humaine est connue, l'histoire des premiers hommes. Donc ils ont été surnommés donc rois de l'hiver lorsqu'ils ont débuté à Winterfell, et rois du Nord ensuite lorsqu'ils ont plus ou moins assemblé les différents petits royaumes du Nord en un seul. Donc pour cela, ils ont conquis leurs rivaux, donc les autres familles qui étaient autour d'eux dans le Nord. Donc par exemple les Bolton, qui ont été a priori leurs plus farouches adversaires, et qui, selon donc World of Ice and Fire, les Bolton étaient également déjà là à la Longue Nuit, puisque la rivalité Stark-Bolton existait déjà avant la Longue Nuit. Donc c'est vraiment une rivalité qui date. Il y a également les Tertres, qui étaient une grande famille du Nord, et qui, selon la légende, ont mené une guerre de 1000 ans contre les Stark. Donc nous on a la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Les Tertres et les Stark, c'est le level au-dessus quand même, la guerre de 1000 ans. Ça rigole pas. Au niveau de la figure historique des Stark, on a Brandon le Bâtisseur, qui est plus ou moins le personnage qui est considéré comme le personnage à l'origine de la maison, puisque c'est lui qui a construit Winterfell, ainsi que le mur. Donc voilà, figure iconique. D'après certaines infos dont on dispose, c'est également lui qui a construit Accalmie et la grande tour de Villevieille. Donc un architecte qui n'a pas chômé. Mais bon, encore une fois, ce sont les légendes de Westeros, donc on ne sait pas ce qu'il en était vraiment. Donc, comme je l'ai dit, les Stark ont ensuite, au fur et à mesure des centenaires et des millénaires, rassemblé les différents petits royaumes du Nord autour d'eux, et ils sont donc devenus les rois du Nord, jusqu'à vassaliser les familles, du moins la famille du Neck, les Reed, ainsi que les clans des montagnes du Nord. Et ils ont fait des tentatives pour s'étendre sur les îles des Trois Sœurs, qui ne sont pas restées sous leur contrôle. Et au fur et à mesure des millénaires, ils ont également dû repousser les menaces extérieures. La plus
courante la plus longue étant celle des Fernets à l'ouest, ainsi que les Sauvageons au nord, et par moments les Surrois et les esclavagistes d'Essos qui venaient par l'est. Tu peux enchaîner avec mais la plus grosse menace, Yes. globalement, tu vas là-dessus. Mais la plus grosse menace, de quoi? Globalement, si t'arrives... Là, tu as parlé des invasions qu'ils avaient repoussées. Oui. Tu peux enchaîner avec l'arrivée des Targs, du coup, quoi, je pense. Ah oui, Assez oui, naturellement. d'accord. Yes. Finalement, la plus grosse menace à laquelle la maison Stark a dû faire face s'avère être la maison Targaryen, puisque lors de la conquête d'Aegon, Torrhen Stark, qui était donc roi du Nord à cette époque, a voulu faire face aux Targaryens, mais le Nord étant si vaste et Torrhen Stark mettant tellement de temps à rassembler ses forces, que lorsqu'il a finalement fait face à Aegon, lorsqu'il s'est finalement retrouvé prêt à lui faire face, en fait, il a appris que la conquête au sud du Neck était déjà principalement finie, et que l'armée d'Aegon était désormais bien plus grande que la sienne, et qu'il avait son petit bonus qui se présentait sous la forme de 3 beaux dragons. Donc Torrhen est resté assez lucide à ce moment-là, et il a compris qu'il ne pouvait pas faire grand-chose face à Aegon. Il a donc capitulé. Il est donc resté dans l'histoire comme le roi qui s'agenouilla. Mais cette petite génuflexion lui a permis de garder la vie et de laisser la maison Stark à la tête du royaume du Nord. Donc voilà, Torrhen s'est agenouillé devant Aegon. Aegon a récupéré une couronne supplémentaire, et les Stark sont restés en place. Donc jusqu'à l'époque de la saga, donc pendant les 300 ans qui séparent la conquête de la saga principale, les Stark ont continué à régner sur leur possession. D'ailleurs, à régner plutôt indépendamment des Targaryens, puisque le Nord c'est loin, c'est froid, ça intéresse assez peu les Targaryens au final. Donc les Stark ont eu plutôt une certaine indépendance de la couronne. Une seule fois, le roi en place sur le trône s'est rendu jusqu'à Winterfell. Donc c'était donc l'an 58, où lors de leur balade à travers le royaume, le roi Jaehaerys et sa reine Alysanne ont rendu visite à Lord Alaric Stark. Je vois Eridan lever la main. Oui, Eridan. Aegon est passé à Winterfell 3 fois dans mon souvenir également. Mais c'est vraiment juste évoqué très rapidement dans Feu et Sang, et tu as raison, la visite principale, celle qui a vraiment marqué les esprits et celle qui est très développée dans Feu et Sang, c'est la visite de Jaehaerys et d'Alysanne. Lors de cette visite, donc le roi et la reine ont donc fait escale à Winterfell et sont même allés jusqu'au mur. Donc la reine voulait aller jusqu'au mur et voir donc cette merveille du monde. Et en revenant, a fait plus ou moins pression pour que les Stark cèdent plus de terres à la garde de nuit, pour que la garde de nuit dispose de ressources plus importantes. Donc les Stark s'y sont pliés, mais avec plus ou moins de bonne volonté. Ça a en tout cas été un élément que les Stark ont gardé contre
contre le vieux roi, finalement. Enfin, celui qui allait devenir Ouais. le vieux roi. C'est intéressant parce que cette histoire de don de la reine Alizane, c'est quelque chose qui, pour le coup, est développé dans Feu et Sang. Mais c'est un épisode qui était déjà, je pense, connu et un peu populaire de par le chapitre de Bran, justement, qui se passe dans la tour. Il me semble que cette histoire est dite à ce moment-là, mais je peux me tromper, Ridan, je demande Si, c'est ça. C'est ça? En fait, le moment où Jon Snow et Bran se croisent sans se rencontrer, parce que Jon est avec un groupe de sauvageons et que Bran est avec les Reed et Hodor et son loup-garou en tapinois, n'est-ce pas? À Rennes-Couronne, ils vont effectivement se croiser et ils vont un petit peu là commencer à nous raconter qu'Alizane est venue au mur et que grâce à elle, la garde de nuit a reçu des subsides, a reçu plus de moyens que ce qu'elle avait autrefois et qu'elle a notamment qu'elle a notamment permis à la garde de nuit de recevoir le 9 don. En effet. Et du Après, coup, Feu et Sang rentre, pardon, Oui, Feu et Sang vas-y. rentre davantage dans le détail et nous permet de voir d'ailleurs que Viainan raconte de temps en temps des calambres d'Aine. Voilà. Et du coup, après ça, Yudes, est-ce que les Stark gardent une petite rancœur envers le roi, quand même, envers Jaehaerys, pour le coup? Tout à fait, tout à fait. Et donc, cette rancœur va d'ailleurs s'exprimer lors du Grand Conseil de l'an 101. Donc, presque 50 ans plus tard, hein, la rancœur est tenace. Lorsque le Grand Conseil donc demande pour qui voter, en quelque sorte, qui doit succéder. Donc les Stark et donc les vassaux Stark, donc le Nord, s'expriment en faveur de Rhaenys, donc a priori pour s'opposer donc à Jaehaerys envers lequel ils avaient encore un peu de ressentiment. Le Nord se souvient, comme on dit. Le Nord se souvient, exactement. Une bande de rageux, c'est tout. Voilà. Bah, Cependant, cette rancœur ne suffira pas puisque c'est Viserys qui l'emporte et non pas Rhaenys. À ce sujet, on peut préciser quand même que ce qui montre un peu ce qui permet, parce que c'est pas dit textuellement quand même qui s'oppose à Jaehaerys par ce biais-là, ce qui nous permet de le supposer sans doute, c'est le fait que eux, a priori, ne font pas succéder les femmes dans les lignées, dans les différentes lignées que l'on connaît que dans le Nord, hein, en tout cas, on n'a pas de femme Stark qui va vraiment gouverner ou qui va succéder. Tout ça passe par la filiation masculine et ça pop un peu comme ça que d'un coup ils s'éprennent ils deviennent un peu progressistes finalement quand ça les arrange, quoi. Voilà, c'est ça. Quand on veut s'opposer à quelqu'un, on invente des nouvelles règles. Ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, on a un cas de figure après la danse des dragons où justement on a une sorte de danse des loups. Pour le moment, on ne la connaît pas dans le détail, mais on peut la deviner à partir de l'arbre généalogique des Stark qui était présent dans The World of Ice and Fire, les origines de la saga en français, où on se rend compte que les Stark ont écarté bien gentiment certaines filles de la lignée pour pouvoir permettre à des cadets de succéder à leur père plus facilement, quoi. Voilà. C'est un peu détaillé sur le forum de la garde de nuit, je vous invite à chercher. On a tout un tas de gentilles petites théories là-dessus sur comment ça s'est passé, les implications. Et du coup, tu as abordé le sujet, Eridan, puisqu'on est là pour parler des grandes maisons avant House of the Dragon et après la danse des dragons, du coup, qui est le sujet d'House of the Dragon. Donc, sans spoiler, mais quand même, il faut en parler, quelle partie prennent quelle partie prennent en tout cas, qu'est-ce qui se passe pour les Stark pendant la danse et comment est-ce que ça va se présenter un peu pour eux, tout en restant bien évidemment évasif. On va rester très spoiler sympa.
La famille Stark, a priori, au moment de la danse des dragons, au moment d'House of the Dragon, il y a plus beaucoup de monde. Un petit peu d'ailleurs comme au début de la saga principale où les Stark n'ont pas de cousin. Bah là, en l'occurrence, on a le chef de famille, Cregan Stark, 21 ans, qui n'est pas forcément en très bon terme ni avec son oncle ni avec ses cousins, parce qu'il a subi la régence de son oncle pendant quelques années. Et peu de temps avant le début de la danse des dragons, il va s'affranchir de cette régence et du gouvernement de son oncle. Cregan, c'est un homme qui est obstiné, qui est sévère, qui est déterminé, qui est impressionnant, amical avec ses alliés, nous dit-on, mais dur et impitoyable avec ses ennemis. C'est un bon gros nordien, c'est un bon gros bourrin. Un bon gros cliché nordien. Exactement, mais c'est tellement ça. Alors du coup, c'est un homme de parole, il désapprouve les traîtres, les menteurs, les régicides. C'est un Stark dans toute sa beauté, on sent déjà les prémices d'Eddard. On le voit mener une politique des fois assez dure, où il hésite très très peu, où il supporte pas qu'on le contredise. Après, c'est pas non plus quelqu'un de cruel, loin de là, mais... C'est un Eddard qui passe à l'acte en fait. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Et qui a plus de chance qu'Eddard, très honnêtement. Du coup, au début de la guerre, on va voir ce Lord Stark comme un potentiel allié de Rhaenyra, puisque, comme on l'a dit précédemment, les Stark se sont exprimés en 101 pour Rhaenys, donc les Verts comme les Noirs s'imaginent que c'est un allié éventuel pour Rhaenyra. À partir de là, je vais plus trop spoiler. On sait que Jack Aerys, le fils de Rhaenyra, est parti à la fin de la saison 1 pour Winterfell. Qu'est-ce qui va se passer? Qui est-ce qu'il va rencontrer? Pour le moment, on ne sait pas. Mais il y a un trailer qui est sorti récemment avec quelques images, tout ça. N'hésitez pas à aller le voir. Et aller voir l'analyse de la garde de nuit qui sortira du coup avant. On enregistre avant l'analyse du trailer, mais je pense que le podcast sortira après l'analyse du trailer si vous le souhaitez. Cregan, du coup, il va pas avoir une influence immédiate sur la guerre, parce qu'encore une fois, le Nord, c'est très très vaste, c'est compliqué de réunir du monde, voilà. Mais il va quand même être important normalement dans cette guerre, et on s'attend à le voir dans House of the Dragon et à ce qu'il ait une petite importance quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup? Que même si Cregan Stark ne se déplace pas en personne au départ, il y a quand même pas mal de vassaux Stark, notamment les Dustin de Tertrebourg, la région des Tertres dont parlait Unions tout à l'heure, ou les Manderly de Blancport, qui devraient intervenir dans les prochaines saisons, qui pourraient être importants. Voilà. On peut pas en dire beaucoup plus sur la danse elle-même. Sur les conséquences du coup peut-être, sur les conséquences lointaines, qu'est-ce qui se passe finalement entre la danse et le début de la saga, puisqu'on a quand même 170 ans entre les deux, faut le préciser, et Dunkelhoff au milieu, on en reparlera, ouais. Mais pour le coup, nos amis Stark ne sont pas restés inactifs dans cette période-là. Non, en effet, j'évoquais tout à l'heure le mariage de Eddard et Catelyn en disant que c'était une ouverture vers le sud qui n'est pas très coutumière chez les Stark. C'est-à-dire que de la conquête jusqu'à la danse des dragons, vraiment ils restent chez eux, hein, comme on le disait, ils sont très repliés. Après la danse des dragons, petit à petit, le nord commence à s'ouvrir en direction du sud. Et le mariage d'Eddard et de Catelyn, en fait, c'est le résultat de siècles et de siècles, disons d'un siècle 150 et demi, ans, allez. D'ouverture, de 150 ans, tout à fait, d'ouverture vers le sud. On va notamment avoir des mariages avec les Nerbosques, qui sont une famille du sud, certes, mais qui est l'héritière des traditions des premiers hommes. Et ils sont nuls, les Nerbosques, il faut le dire, ils sont nuls. Les Nerbosques qui, selon les Nerbosques, qui d'après l'encyclopédie World of Ice and Fire, étaient une famille du Bois au Loup à la base. Ouais. Donc une famille très proche des Stark.
une ancienne famille de Nordiens qui aurait été chassée par les Stark, justement. Donc, il y a quelque chose d'un peu amusant à se dire que quand ils s'ouvrent vers le sud, c'est pour ramener des gens qu'ils ont chassés autrefois. Ils pratiquent vraiment en plus de l'eugénisme. C'est exactement ça. En plus de ces mariages avec les Nerbosques, il va y avoir des ouvertures notamment vers le Val d'Arin et il va y avoir des mariages avec la famille Royce notamment, qui est l'une des familles les plus importantes du Val d'Arin après les Arryn eux-mêmes. C'est une famille qui descend des premiers hommes, mais qui, elle, par contre, est convertie à la religion des Seth depuis des années et des années. Donc, dans ces familles-là, il y a des chevaliers. Voilà. J'ai déjà un petit peu évoqué le fait que les Stark vont connaître eux aussi une espèce de danse des loups. Bon, en gros, pour résumer la situation, le fils de Cregan, son héritier, a 2 filles, mais l'héritier meurt avant son père. Et du coup, pour éviter que les 2 filles n'héritent, entre guillemets, elles vont être mariées aux demi-frères cadets de leur père, ce qui est un petit peu dégoûtant. Donc, quand on dit que les Stark n'aiment pas les tabous, n'aiment pas les relations bizarres, etc. Enfin, quand Ned vient dire à Cersei, ouais, ton inceste avec ton frère, c'est pas glop, on a envie de lui dire, va regarder un coup du côté de ton arbre généalogique et on en reparle, merci. Bref, voilà. Ces mariages-là, on pense qu'ils vont avoir une certaine importance parce que des années plus tard, environ 50 ans plus tard, il y a une nouvelle de Dunkelhoff qui est prévue pour se passer à Winterfell, qu'on attend depuis 15 ans environ. Et cette nouvelle-là, qui était normalement la prochaine à sortir, devait s'appeler The She-Wolves of Winterfell, les louves de Winterfell, si vous préférez. Et elle devait répondre à une question, en fait. Elle devait répondre à une question. Une ou deux, quand même. Ouais, mais surtout, était-ce vraiment Duncan dans la vision de Bran dans Dance with Dragons? Oui, mais non, c'est pour lui. Bref, peu importe. Voilà. Si, c'est sûrement lui. Par contre, c'est sûrement pas Vieille Man. Bon, bref, peu importe, j'ai dit. On en parlera plus quoi qu'il en soit, cette nouvelle-là, elle devait mettre en scène justement beaucoup de femmes Stark, ce qui promettait d'être assez intéressant. On espère toujours la voir un jour. Quoi qu'il en soit, les Stark par la suite, on a peu d'informations sur eux. On sait qu'il va y avoir une révolte du côté de Skagos, qu'il va y avoir une guerre conjointe Stark et Lannister ensemble, dans le même camp. Bah tiens, comme c'est étonnant. Contre les Fernés. Bah tiens, comme c'est étonnant. Encore les Fernés, dis donc. Et il y aura également une invasion menée par un certain Raymond Barbe Rouge, une invasion sauvageonne, donc depuis le mur. On ne sait pas si Martin compte en raconter plus de ce côté-là. Il pourra, on ne sait pas. On arrive là-dessus à l'époque de Rickard Stark. Et en fait, c'est le père d'Eddard Stark et c'est lui qui, à cette époque-là, a ce que certains personnages qualifient d'ambition sudière, c'est-à-dire qu'il veut étendre son influence et son pouvoir en jouant avec les relations avec le Sud. Du coup, il va promettre son héritier à Kathleen Tully, son héritier qui à l'époque n'est pas Eddard, mais son frère aîné Brandon. Il va promettre sa fille à Robert Baratheon, qui à l'époque est pupille de Jon Arryn, dans le Val d'Arryn, et son fils Eddard est du coup envoyé comme pupille aux Airiers auprès de Jon Arryn, là aussi, et il va devenir copain comme cochon avec ce bon vieux Robert. Là-dessus, bon, il va se passer ce qui va se passer, à savoir que Lyanna va se faire enlever par Rhaegar Targaryen. Brandon meurt, Rickard meurt, et la rébellion de Robert Baratheon éclate. Eddard devient le nouveau sire de Winterfell, épouse Kathleen Tully à la place de son frère, retrouve Lyanna, mais elle meurt également. Et puis bon, la suite, on la connaît, c'est que Eddard retourne à Winterfell, règne à Winterfell,
aide quand même son copain Bobby chaque fois que Bobby a une tuile. Donc dès que les Greyjoy décident, ah, encore des fermiers, dis donc, il faut croire que c'est eux le problème finalement. Dès que les Tu vas nous Greyjoy, énerver Yoon Yoon, il va plus jamais vouloir revenir. désolé, pardon, je ne le ferai plus. Euh, Dès que les Greyjoy vont se rebeller contre Robert, Ned participe à la guerre alors qu'il aurait aussi pu dire oh non, c'est un peu loin, moi j'y tiens pas trop. Ça. Et puis bon, bah la suite, c'est la saga, quoi. Donc on vous laisse lire le livre et regarder la série. Bah de mon côté, puisqu'on en est là, merci Eridan pour ce résumé. Merci Yoon Yoon également pour ce résumé. Avant qu'on passe à la partie sur nos personnages préférés, je vais faire une petite incise, puisque Babar Desbois n'est pas là, sur les inspirations qui ont mené à la maison Stark finalement dans la saga. Voilà, je vais prononcer le mot de Macédoine, comme ça suffira à invoquer Babar si elle nous entend, et elle me répondra probablement en commentaire que ce n'est pas la Macédoine, mais la Mésopotamie. Voilà. Pour ce qui est de nos inspirations, alors du côté des Stark, on est quand même très proche du Highlander, hein, quand même. Même si on a vu que la série les avait beaucoup habillés avec des fourrures dans une imagerie viking, on peut pas s'empêcher en voyant Glass dans la scène d'ouverture de la saga avec Bran, de penser au Claymore des Écossais. On peut également penser, on sait que les clans des montagnes du Nord sont inspirés pour partie des Highlanders, avec l'idée qu'ils jouent de la cornemuse et compagnie. Hein. Donc on pourrait avoir ce parallèle-là avec toutes ces familles écossaises qui justement vont, pas ployer le genou, mais qui vont avoir un statut quelque part entre quelque chose de clanique et des familles, on va dire, qui ont adopté le mode de vie à la normande, on va dire, tout au long du Moyen-Âge. Donc voilà, on peut avoir cette espèce d'entre-deux. On n'est pas très loin quand même de les avoir en kilt, hein, nos Stark, on va pas se leurrer. On a donc quelque chose de ce côté-là. Du côté du nom Stark, bien évidemment, on va parler de la guerre des deux roses, puisque c'est maintenant quelque chose de connu. Si vous nous écoutez depuis un moment, les Lancaster, donc les Lancaster qui auraient inspiré les Lannister, et les York qui auraient inspiré les Stark, ce fameux épisode de la guerre des deux roses qui a tant marqué l'histoire des Anglais, eh bien, on retrouve ça dans les sources d'inspiration. De manière plus générale, autour de la famille, on va avoir d'autres choses. Par exemple, on peut penser à tout ce qui est des paysages que vont croiser les enfants Stark. Alors là, on rentre plutôt dans quelque chose qu'on a déjà un peu traité dans les podcasts sur les personnages, que ce soit sur Bran, que ce soit sur Arya, que ce soit sur Sansa. Ils ont tous une atmosphère bien à eux. Hein. Donc on est dans un mariage on a tout ce qui est vénitien pour Arya, on a tout ce qui est d'ordre mythologique, qui soit de la mythologie celtique ou nordique pour Bran. On a évidemment d'autres inspirations plus gothiques pour Sansa. On vous invite à aller lire, à aller écouter les podcasts de la garde de nuit, toutes ces analyses, puisqu'on en reparle. Si on devait garder quelque chose des Stark, ce serait vraiment ce loup qui fait polémique quant à sa traduction, ce Dire Wolf, qui est une créature préhistorique qui vient présenter directement le Nord, puisque c'est dans le premier chapitre, comme on va dire un reliquat d'une grandeur passée et en même temps d'une époque qui est révolue et qui pourrait peut-être revenir. Donc on a cette espèce de jeu avec le temps déjà dès le premier chapitre avec nos Stark et cette créature somme toute assez préhistorique. Je crois avoir à peu près résumé tout ce que Babar m'avait demandé de dire dans cette partie-là. Voilà. En gros, pour notre inspiration en ce qui concerne les Stark, il y a bien évidemment bien plus de choses. On vous invite pour ça à aller lire pour le coup Les Mystères du Trône de Fer, le 2e tome, puisque vous aurez sans doute encore plus de réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser quant aux inspirations. Ah oui, dernière chose par rapport à l'Écosse quand même, on est obligé de le mentionner, sinon on va se faire taper sur les doigts, mais le dîner noir, hein, bien évidemment, qui inspire les Noces pourpres, mais une fois de plus, on est sur on va dire, et le massacre de Glencoe aussi, hein, auquel on peut penser, on est sur des inspirations qui sont plus des inspirations d'événements que des inspirations vraiment qui ont créé la maison. Voilà. C'était pour la petite incise inspiration derrière la maison Stark. Et je vais revenir à Yoon Yoon, que nous avons laissé depuis un petit moment déjà. Je suis toujours là. Ouais, Yoon Yoon, qui est ton Stark préféré? Si tu en as un.
Alors, j'ai deux Stark que j'aime beaucoup dans leur histoire, dans ce qui, enfin, dans leur personnage. Un plus que l'autre, je vais commencer par par le deuxième. C'est Brandon l'Incendiaire, dont le père était Brandon le Caréneur. Donc Brandon le Caréneur qui a passé dont l'idée était de construire, de bâtir une flotte de navires et d'aller explorer les mers du Crépuscule, donc les mers à l'ouest de Westeros. Et bien, comme il est parti et n'est jamais revenu, son fils a décidé que le bateau c'était pas bien et qu'il fallait tous les brûler. Donc il a fait brûler tous les bateaux. Voilà, j'ai trouvé ce personnage assez sympathique. Mais oui. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, moi ce personnage il m'a toujours évoqué quelque chose, mais alors j'ai pas la ref en tête parce que je n'ai pas remis le nez dans mon Tolkien depuis très longtemps, mais ça m'a toujours évoqué les elfes chez Tolkien. Dès que j'ai lu Le Trône de Fer, ça m'a évoqué ce truc-là et ça inscrit aussi, je trouve, les Stark dans un espèce de légendaire de leur propre histoire, parce que c'est évoqué assez vite, je crois, cette histoire dans le bouquin quand même de Brandon l'Incendiaire. Voilà, je te rends la parole pour la suite. Et donc l'autre Stark dont j'aime beaucoup l'histoire, le personnage, c'est Théon Stark, qui est surnommé le loup affamé. Donc ça vous étonnera peut-être pas vu que j'adore Victarion, donc en gros j'aime les bourrins qui réfléchissent pas trop et qui foncent dans le tas. Donc Théon Stark, lui en fait il reçoit une petite invasion Andal, à l'époque où les Andals arrivaient à Westeros. Donc il y a une petite incursion Andal sur les côtes du nord. Donc Théon Stark les combat, les repousse, récupère le corps de leur chef, l'attache sur la proue de son navire et s'en va en Andalos avec ce joli cadavre à l'avant de son bateau. Pour un petit peu annoncer la couleur. Donc quand il arrive à Andalos, il zigouille tout le monde. Il brûle des villages, il détruit des tours, il pille des septuaires. Il fait son fernet, quoi. Voilà, il fait un petit peu son fernet. Et puis il ramène des souvenirs. Après une excursion touristique, il faut ramener des souvenirs. Donc lui, il ramène les crânes des gens qu'il a tués. Et il les met sur des pics le long de la côte, le long de la côte, une fois revenu dans le nord, pour annoncer un petit peu aux prochains Andals qui voudraient venir par là que ça risque de mal se passer pour eux. Donc déjà ça, je trouve ça plutôt pas mal. Mais après bon, il s'amuse, il s'est dit ouais, j'aime bien la guerre finalement. Donc il est parti un peu faire la guerre un peu de partout. Dans l'archipel des Trois Sœurs, dans les îles Fernées, il est même parti au nord du mur pour aller taper sur du sauvageon quand il n'y avait plus personne à tuer. Donc voilà, j'aime bien ce personnage un peu, voilà, c'est vraiment je bute tout ce que je peux et quand il n'y a plus rien, je vais carrément au nord du mur. Ça m'a fait rire. Et toi, Eridan? Moi, je vais partir sur quelque chose de plus mignon. Enfin, si on veut. Moi, j'aime bien Bran. Alors après, enfin, plus mignon, je sais pas si on peut dire ça, vu que j'ai dit quand même tout à l'heure que ce qu'il faisait à Hodor, à savoir pénétrer son esprit sans son consentement et ensuite essayer de se convaincre que non, mais en vrai, il comprend ce que je lui fais et il serait d'accord s'il comprenait vraiment. Ouais, non, c'est juste une pensée de violeur et je trouve ça immonde. Mais tout ce que Martin va construire autour de Bran m'intéresse beaucoup. Les chapitres de Bran font partie de ceux qui m'intéressent le plus. Et c'est un peu mon personnage favori, même plus globalement. Au-delà de la famille Stark, je pense que c'est un de mes personnages favoris de la saga. Voilà. Et toi-même, Chris, quel Stark aimes-tu? Es-tu plutôt côté bourrin ou es-tu plutôt côté mignonitude Sansa, je rêve de chevalier? Eh bien, alors, moi je vais faire une première fausse réponse et puis après je ferai une deuxième fausse réponse. Ma première fausse réponse, c'est Theon Greyjoy. Parce qu'au final, je trouve que l'héritage de l'éducation de Ned se sent dans son revirement
dans Dance with Dragons, en fait. S'il n'avait pas eu l'éducation de Ned, il aurait probablement jamais sauvé cette pauvre Jane Poole, je pense. Donc, quelque part, c'est peut-être le fils spirituel qui lui reste. Bon, faudra composer avec. C'est scandaleux, un point de vue pareil. Non, ça c'était pour le troll. Et pour le deuxième troll, du coup, en regardant les Stark, je me suis dit que c'était absolument. Alors, on se plaint souvent des Targaryen, qui sont tous blonds et qui ont tous des noms qui se ressemblent. Les Stark, ils sont tous bruns et ils ont tous des noms qui se ressemblent. Et il y en a un qui m'a fait rire plus que les autres en regardant la généalogie. C'est Roderick Stark, le loup errant, le Wandering Wolf, parce que du coup, effectivement, notre ami George R.R. Martin aime bien les allitérations. Il aime bien quand les gens ils ont les mêmes lettres. C'est des Peter Parker finalement tous. Voilà. Et il se trouve que ce Roderick Stark, non, j'aime bien parce que c'est un Stark qui est parti faire partie d'une compagnie de mercenaires donc des puinés à Essos. Et bon voilà, j'aime bien ces histoires-là. Ça me rappelle un petit peu Aigracier, ça me permet de le placer, c'est pas mal. Et au-delà de ça, voilà. Et au-delà de ça, ce qui me fait rire avec ce personnage-là, c'est que c'est vraiment genre soit je sais pas si Martin fait exprès en nous trollant, soit il y a des moments où il a vraiment une panne d'inspi et du coup il se décide de remplir avec des noms qu'il a déjà utilisés. Mais notre cher Roderick, qui est aussi le nom de Roderick Kessel, épouse une Arya. De cette Arya, il a une Branda et une Liara. Donc on est vraiment sur des noms qui ressemblent quand même beaucoup à ceux qu'on connaît dans la saga. Voilà, donc ça me faisait marrer. Et après, si je devais évoquer un personnage qui m'intrigue et que j'aimerais voir un peu plus, il y aurait Sarah Snow. Mais je ne vais pas trop en parler. Mystère et suspense. Bon, on pourra en parler quand on verra qu'ils l'ont pas mise dans House of the Dragon. Mais qui sait peut-être. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, j'ai l'impression. Oui, me semble. Eh ben, il nous reste plus qu'à vous annoncer que pour le moment, Manderly et Celtigar vont probablement passer à la trappe pour les podcasts des grandes maisons parce qu'on n'a toujours pas confirmation, un peu comme cette Sarah Snow, que ces maisons apparaîtront dans la série. La prochaine fois, on se retrouve pour causer de la première saison de House of the Dragon avec des invités tout à fait spéciaux. Vous aurez l'occasion d'entendre ça. D'ici là, suivez-nous et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux pour tout savoir de notre actualité, de nos Twitch qui auront notamment lieu tous les mardis à peu près, normalement, tout au long de la diffusion de la saison 2 de House. Et surtout, avec les Jeux Olympiques qui arrivent, dites-nous en commentaire de ce podcast si vous êtes plutôt escrime avec Arya ou tir à l'arc avec Rickon. #Black de saison 6. Et là-dessus, portez-vous bien, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Et on vous dit à bientôt sur le mur. Ciao, ciao!